Amis randonneurs, bonjour! Aujourd'hui, nous sommes basés à Issijac et nous partons pour une balade d'une bonne vingtaine de kilomètres. Visiter ce village d'Issijac, visiter le village de Saint-Léon d'Issijac et voir deux beaux dolmens. Allez, venez avec nous, c'est parti! Issijac se situe à la frontière entre Dordogne et Lot-et-Garonne. Son bassin versant est celui du Drop, mais la moitié nord du territoire se déverse dans la Dordogne. Durant 2 millénaires, la cité est une ville-étape sur l'axe Périgueux-Agen, mais aussi un carrefour vers Marmande et Cahors. La cité s'est endormie au XXe siècle en raison de la déviation de la nationale à 5 km à l'ouest, ce qui l'a grandement préservé de la modernité outrancière du siècle dernier. Depuis 3 décennies, le village renaît de ses cendres grâce aux nombreuses restaurations des maisons médiévales qui le composent. Mais nous verrons cela à notre retour. Il y a plus de 2 millénaires, le site d'Issijac était occupé par des pétrocores. En 56 avant Jésus-Christ, les troupes romaines de Publius Crassus ont probablement installé leur campement sur ce site afin d'attendre des renforts venus de Toulouse pour combattre les Sotiates en Lot-et-Garonne. De riches thermes se sont développés durant la Pax Romana, jusqu'à la fin du IVe siècle. Ils ont été incendiés au moment du départ des Visigoths. La cité mérovingienne s'est construite sur les ruines romaines à partir de 408. Le bourg s'est fortement développé au XIIIe siècle, alors qu'apparaissent les bastides voisines. Il y a de la place sur votre sac à dos. Le village de Bardou se situe au sommet d'une colline, à 170 mètres d'altitude, qui domine le plateau d'Issijac. Bardou, appelé autrefois Bardo, puis Bardon, sera l'origine d'un vieux nom gaulois signifiant sommet, hauteur. Des cultes païens devaient se dérouler au sommet de la colline. Au XIe siècle, 3 moines furent envoyés de Cadouin afin de christianiser les lieux. Ils y construisirent l'église Saint-Blaise.
Inscrit au monument historique, le château de Bardoux se présente sous la forme d'un corps de logis rectangulaire, flanqué d'une tour carrée à machicoulis du XIVe siècle et d'une tour ronde du XVe siècle. Modifié au XVIIIe siècle, l'édifice dévoile également une aile basse en retour d'équerre, surnommée aile de l'évêque, car l'évêque de Lodève y avait une chambre avec chapelle. Propriété privée, le château de Bardoux n'est pas accessible au public. Entraigue. Allez. Appelé autrefois Saint-Léon de Cugnac ou de Roquepine, ce nom se rapporterait à Saint Léon, qui était au VIe siècle évêque de Périgueux. L'église paroissiale a été reconstruite en 1881 par l'abbé Buissou. Les habitants contribuèrent à son édification en apportant des matériaux provenant d'une carrière de pierre de Beaumont. D'une superficie de 568 hectares, la commune compte 121 habitants. Formée des hameaux de Cabanes, Picanel et Planes, la commune place son bourg sur une hauteur dominant la petite vallée de la Bournègue. Déployant ses multiples paysages sous des cieux changeants, c'est une terre de contraste, tout en nuances, où les maisons rurales témoignent de l'évolution des modes architecturales et des traditions locales. Polyculture, vergers, vignes, élevage bovin et volailles caractérisent ses principales productions agricoles. Nous on part à Boisse. Et par là. De cette colline qui culmine à 209 mètres, s'élèvent deux anciens moulins à vent, restaurés mais sans ailes, propriété privée. Joli village. Le nom de cette commune vient du latin buxus, qui signifie buis. La commune, qui compte 230 habitants, est arrosée par un petit ruisseau, la Nette, qui prend sa source à Péchivard et alimente un étang, que nous allons voir, avant d'aller se jeter dans le Drop, affluent de la Garonne. Une légende raconte que près d'un dolmen, situé dans un bois nommé Druguet, une bergère a trouvé un vase de terre rempli de médailles de bronze représentant les empereurs Gordien et Galien.
Le lac de Nette est un lac de 27,7 hectares de deuxième catégorie. On y pêche le gardon, la carpe de nuit, le brochet et le sandre. Ça va? Allez, on est sur le tour de ville. On tourne sur le passage des sorcières. Au XIIIe siècle, Issy-Jacques est un bourg à coutumes. Celles-ci définissent les droits et devoirs des habitants. C'était donc la loi. D'abord orales, elles furent transcrites en 1298. Le seigneur d'Issy-Jacques possédait pouvoirs spirituels et temporels. Une assemblée de prud'hommes et un bailli représentaient les habitants du bourg. En 1317, les évêques de Sarlat sollicitèrent du pape la seigneurie d'Issy-Jacques, qui leur fut accordée à la mort du doyen. Malgré ces importants remparts, le bourg fut détruit 2 fois. Une première fois en 1300 par le seigneur de Bergerac, Renaud de Pons. Une seconde fois en 1437 par les soudards de Charles VII, commandés par Rodriguez des Villandrando. L'église et le village furent reconstruits. Les bases des maisons de pierre sont pour nombre d'entre elles du XIIIe siècle et les parties supérieures sont du XVe. Les guerres de religion entre catholiques et protestants furent particulièrement destructrices. L'église Saint-Félicien, reconstruite au XVIe siècle, fut partiellement détruite au XVIIe. Elle fut modifiée dans son aspect extérieur au XIXe, entraînant d'importants désordres structurels qui font désormais pencher le mur sud. Des travaux de consolidation de la voûte sud ont été réalisés au début du XIXe siècle. Le bâtiment est classé. L'église Saint-Félicien d'Issy-Jacques est de plan basilical à 3 nefs. Classée monument historique depuis 2001, elle est un des rares témoignages en Périgord de l'art gothique tardif, architecture sobre et élancée sur croisée d'ogives. Construite sous l'impulsion d'Armand de Gontaut-Biron, évêque de Sarlat, cette collégiale a été édifiée entre 1488 et 1527. Les travaux ont duré 40 ans. Issy-Jacques, devenu villégiature d'été des évêques de Sarlat, cette église élevée au rang de collégiale fut richement dotée. Elle subit des dégradations suite aux guerres de religion, à la Révolution, et souffre aussi du rattachement du diocèse de Sarlat à celui de Périgueux en 1822. Après la tourmente révolutionnaire, la renaissance de l'Église catholique s'accompagne d'un renouveau de l'architecture et du décor religieux. Une grande partie de son riche mobilier ayant disparu, de même que ses anciens vitraux, l'église d'Issy-Jacques bénéficie du grand chantier de reconstruction et de restauration des édifices religieux que connaît la France dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les toitures, tantôt à Genèse, tuiles canal, tantôt périgourdines, à la française, ou bien à la mansart, brisier et terrasson, sont un des charmes d'Issy-Jacques. La maison en pan de bois est un travail de charpentier sur un premier niveau de pierre. L'assemblage des bois verticaux, les poteaux, et horizontaux, les sablières, est comblé par un torchis, des bricoux ou de la pierraille. La stricte façade s'anime avec des croix de Saint-André, en X. Éparcus, plus connu sous le nom de Saint-Cybère, est né vers 504 à Trémola, sur les rives de la Dordogne, d'une très riche famille. Il fait ses études à Périgueux et devient secrétaire de son grand-père.
Alors qu'un bel avenir s'ouvre devant lui, il décide de se retirer du monde, au monastère de Sédacom, à Issy-Jacques. L'abbé Martin, en charge du monastère, le reçoit comme novice. 5 ans après, Éparchus quitte Issy-Jacques pour Angoulême, où il est ordonné prêtre. Il meurt le 1er juillet 581. Au cours de sa vie, le prêtre a franchi 175 esclaves. Au début du XXe siècle, Suzanne Tessier vit avec ses parents dans la maison au Grand Escalier. Le couple possède 2 vaches. Quand l'une meurt, les parents attellent leur fille, âgée de 12 ou 13 ans, à la charrue pour remplacer l'animal. Monsieur et Madame Tessier font également avorter un possible mariage de leur fille, souhaitant la garder auprès d'eux. À la mort de ses parents, Suzanne, particulièrement voûtée, vêtue de pauvres habits, se retrouve sans un sou. Pour survivre, elle reçoit l'aide discrète des voisins. Un jour, occupée à glaner, elle se blesse profondément avec sa serpe. C'est ainsi qu'un matin des années 60, des voisins la découvrent sans vie dans son champ. Elle devrait son surnom, la saucisse, à sa posture dont se moquaient les enfants du village. En 1300, le seigneur de Bergerac, Arnaud de Pons, ne pouvant s'approprier les richesses du monastère, attaque la ville d'Issy-Jacques et brûle 50 maisons. Il prend les bois de justice, le gibet, et ce qui appartient au doyen Amblard, seigneur d'Issy-Jacques. Le seigneur doyen porte l'affaire devant le Parlement de Bordeaux, qui lui donne raison et oblige Arnaud de Pons à reconstruire, rembourser, remettre le gibet et payer une amende conséquente, 5000 livres au roi et 1000 livres au doyen. Le doyen Amblard sera assassiné en 1309 par Élie de Saint-Dizier, membre de la famille de Pons, qui sera banni du royaume de France. La maison Champignon, les larges encorbellements permettaient le passage des charrettes. Neveu du pape Jean XXII, Bertrand de Pouget est le dernier doyen d'Issy-Jacques. À sa mort, le 2 février 1351, en Avignon, la seigneurie d'Issy-Jacques revient aux évêques de Sarlat et devient leur résidence d'été. Amis randonneurs, la balade est terminée. Nous allons retrouver Léo et après une bonne nuit, nous partirons à la découverte de l'ouest d'Issy-Jacques. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. À bientôt!